Je suis venu vous parler d'architecture. Comme d'habitude, on entend parler d'architecture en cas de catastrophe naturelle, type séisme ou inondation, et que je n'ai pas l'intention de créer une catastrophe pour vous parler d'architecture. Il m'a semblé préférable de revenir à ce que l'architecture était capable de générer, c'est-à-dire de capacité à créer, à générer des espaces, à qualifier des espaces, à générer des espaces de vie et à générer un cadre de vie. Et pour bien parler de ça, finalement de ce cadre de vie, il m'a semblé qu'il était intéressant de parler d'habitat participatif et de logement social. Alors, le logement social, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est, ne serait-ce que parce qu'il faut rappeler que 70% de la population française est en mesure de demander un logement social, d'un point de vue des revenus. Donc ça touche une grande partie de la population. L'habitat social, c'est un bailleur social, c'est-à-dire en fait une sorte de promoteur qui à un moment a créé, a construit, a fait construire un immeuble et puis qui va surtout le gérer, le louer et le gérer à des gens dont les niveaux de ressources sont en tout cas en dessous d'un certain seuil, si ce n'est très bas pour certains. L'habitat participatif est certainement moins connu, puisque l'habitat participatif, c'est moins de 1% de la construction en France. On l'appelle aussi habitat coopératif ou habitat groupé. L'habitat participatif est fait de façon à ce que les gens puissent partager des espaces, donc des espaces de vie, des espaces communs. À la base, c'est des gens comme nous, ici, qui se posons la question de la façon de vivre dans leur logement. Et donc, à partir de là, ils constatent souvent que sur le marché de l'immobilier, finalement, d'une certaine manière, ils ne trouvent pas le logement qui leur est adapté. Du coup, ils trouvent d'autres personnes qui ont fait la même démarche, et puis ils vont se mettre ensemble, ils vont faire une première réunion, puis une deuxième, puis une troisième. Ça peut durer un certain temps, de façon à concevoir un projet collectif. En général, l'habitat participatif a deux grands objectifs. On retrouve souvent ces deux grands objectifs dans l'habitat participatif que sont, d'un côté, la création d'espaces communs de vie et, de l'autre côté, la réponse à un certain nombre d'enjeux écologiques. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous montrer maintenant des projets. C'est des projets auxquels j'ai participé. J'ai préféré choisir ceux-là parce que c'est ceux que je connais le mieux. Pour l'ensemble de ces projets, il y a une multitude d'acteurs. Déjà, l'équipe dans laquelle j'étais en tant que maître d'œuvre en fait, de ces projets. Il y a les maîtres d'ouvrage qui sont en fait les personnes qui ont demandé à construire évidemment ces bâtiments. Donc les groupes en question, par exemple dans le cas de l'habitat participatif. L'ensemble de ces acteurs, pour une question de présentation, vous les trouverez, si vous le souhaitez, donc sur la plateforme TEDxUGA. Premier projet, un projet en ville de 5 logements. Donc comme on peut le voir, l'habitat participatif, à la fin, c'est la fête, c'est l'inauguration. Mais avant d'arriver là, il s'est passé plusieurs années. Alors l'architecture va formaliser, sous forme spatiale, les attentes de ses habitants. Les attentes sont de deux ordres. Donc, j'ai dit espace commun, enjeu écologique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose qui est plus personnel, qui est quand même que chacun va avoir un logement individuel, qui lui est propre. En fait, ce n'est pas une nouvelle forme de communautarisme. Il est bien question d'un vivre ensemble, mais négocié, où on a sa part d'intime et sa part de collectif. On peut voir, outre l'utilisation du jardin par le groupe, qu'il y a dans ce projet, au rez-de-chaussée en jaune, une salle commune qui va permettre des activités propres à l'immeuble, aux habitants de cet immeuble, mais qui va aussi pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur pour accueillir par exemple
une AMAP ou des réunions d'une association de quartier. On va trouver au deuxième étage une grande terrasse en vert sous forme de L et puis un studio en bleu. Le studio permettant d'accueillir la famille, des amis, et évitant d'avoir à créer dans chacun des logements, des appartements, une chambre supplémentaire. Comme je disais précédemment, ce n'est pas un projet qui est tourné que sur le collectif. Donc l'idée est bien que dans chaque logement, il y ait aussi les qualités d'espace, de lumière, de couleur, d'ambiance, qui soient propres à chaque habitant, en tout cas à chaque famille. Donc là, on a 5 logements et 5 façons de voir son logement et d'avoir une configuration qui nous est propre. Un deuxième projet qui montre que, ne serait-ce que par l'image extérieure, on peut produire des formes urbaines, donner au quartier, à la ville, des ambiances différentes. Dans ce cas-là, on est un peu plus sur 2 petites maisons individuelles qui seraient regroupées par une cage d'escalier. Il n'y a pas de salle collective, mais parce que l'architecte doit aussi savoir se mettre en retrait parfois, puisque les habitants de ces 4 logements ont décidé de construire, d'auto-construire leur salle commune sur un autre morceau du terrain. En revanche, on peut aussi parler des enjeux écologiques, puisqu'on voit en toiture 2 couleurs bleues qui simulent en fait des panneaux solaires thermiques permettant de faire du chauffage solaire et des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité. Dans le cas du projet précédent, les enjeux écologiques, on va dire, étaient en partie résolus par une chaudière au bois. Un troisième exemple, mais cette fois-ci de logement social. Dans ce cadre-là, on est beaucoup plus contraint, puisque au moment de la conception du projet, on n'a pas les habitants sous la main. Par définition, on a un maître d'ouvrage, un bailleur social, et c'est lui qui va nous donner un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il est tel qu'il permet normalement d'accueillir le plus grand nombre d'entre nous. Donc en fait, c'est un cahier des charges tourné autour d'une architecture un peu banalisée. Donc l'idée, pour les architectes qui considèrent que le cadre de vie et le vivre ensemble est important, va être de se saisir de petits détails, d'éléments techniques parfois, pour arriver à faire émerger une qualité au projet. Alors déjà, ce projet, c'est des activités au rez-de-chaussée et du logement aux 3 niveaux supérieurs. En fait, c'est un bâtiment pour les hypocondriaques parce qu'il suffit de prendre l'ascenseur et hop, on peut aller chez le médecin, à la pharmacie ou chez le kiné. Dans ce bâtiment, la seule chose qu'on avait à disposition, c'était en fait les coursives, c'est-à-dire des espaces de circulation qui relient les différents logements. Et ces espaces de circulation, en général, on cherche plutôt à les diminuer parce que la surface, ça coûte de l'argent et que l'argent, on n'a pas beaucoup, donc on essaye de les diminuer. Mais il nous a semblé intéressant pour créer justement et vivre ensemble, puisque on ne pouvait pas créer de salles communes, de buanderies communes, d'ateliers, etc. On a donc décidé d'élargir ces espaces et de leur donner des qualités. On voit ici la possibilité, par exemple, pour les enfants des différentes familles, d'être à la fois dehors, puisque ces coursives sont ouvertes, et d'être pas dans la rue pour autant, donc en assurant aussi une certaine sécurité et une certaine surveillance. Alors, bien sûr, les projets qu'on vient de voir sont des projets qui ont été construits en neuf. Mais il est possible aussi de faire de la rénovation. On a là un exemple d'un immeuble début du XXe siècle. Et à nouveau, on va travailler vraiment à la marge. C'est-à-dire que dans une cage d'escalier, là où passent les gens et où ils se croisent, on va essayer de donner des qualités qui vont faire qu'ils vont avoir envie de rester, de discuter, d'échanger.
Ça peut être dans un passage couvert, ça peut être dans un hall d'entrée. On voit ici le bâtiment, donc, qui est à Grenoble, en fait, Courberia, qui est en fait un ancien hôtel. Un hôtel qui avait été construit au début du XXe pour accueillir les visiteurs de la foire internationale sur la houille blanche. Et puis, la vie faisant, cet hôtel est resté des années inutilisé. Et puis, un bailleur social a décidé de le reprendre et de le rénover. On trouve donc une dizaine de logements et au rez-de-chaussée, une possibilité d'activité. Alors, une fois qu'on a parlé d'habitat participatif et de logement social, on a envie de mixer les deux. Parce que d'un côté, dans l'habitat participatif, on est plutôt sur un système d'accession, même si ce système peut être plus coopératif que ça à travers les coopératives d'habitants. Et du côté de l'habitat social, on est plutôt sur un système de location, même si là aussi il existe de l'accession sociale. Donc il va y avoir des gens qui sont sur différents systèmes, ne serait-ce que aussi par le niveau de revenus, ou par question de choix, qui préfèrent rester dans un système plutôt que dans un autre, mais qui ont par contre comme objectif commun de pouvoir avoir des activités de groupe et faire des choses ensemble. Là, on a un projet de 13 logements avec 9 logements qui sont a priori pour le groupe d'habitat participatif et 4 logements portés par un bailleur social. Évidemment, les espaces communs qu'on retrouve en fait dans le tableau au rez-de-chaussée vont servir à l'ensemble des habitants in fine. Juste, ce qui est intéressant dans le tableau, c'est ce qui est en orange, c'est-à-dire que les espaces communs représentent en fait un tiers des surfaces totales construites. Donc ce n'est pas du tout négligeable en fait dans la façon de vivre de ce bâtiment. On va retrouver bien sûr une salle commune, une chambre d'amis, un atelier, une buanderie, mais aussi ce qu'on a nommé paliers, qu'on devrait d'ailleurs renommer, requalifier, parce que ces paliers de 50 mètres carrés à chaque niveau sont en fait prévus pour permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger et d'avoir des activités à chaque niveau. Vous l'aurez compris, à travers ces projets, il n'est pas question de parler d'une architecture futuriste. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'avant de construire, avant de dessiner, avant de concevoir des espaces, il est vraiment important pour nous tous de se poser la question de la façon dont on veut vivre dans son logement, avec les logements qui sont à proximité, voire même au sein de son quartier. Et ensuite, à travers l'architecture, on peut effectivement résoudre un certain nombre de contraintes, résoudre les enjeux écologiques et résoudre le vivre ensemble. Je vous remercie.